sur le territoire ivoirien. Mais compte tenu de la proximité des foyers en Guinée par rapport à la frontière de la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire se devait face au risque de prendre des dispositions pour parer à toute éventualité. Donc, pour résumer cette question, il n'y a aucun cas de fièvre Ebola sur le territoire ivoirien. Voilà. Alors, que faut-il certainement comprendre, ou bien savoir quand on parle donc d'Ebola? Ebola, c'est une fièvre, c'est une maladie virale qui a un virus qu'on appelle le virus Ebola, qui sévit dans la forêt tropicale en Afrique essentiellement, et qui est à l'origine d'une fièvre, une maladie fébrile, qui débute 2 jours minimum après le contact, après l'infection, et dans un délai qui peut aller de 2 jours à 21 jours. Donc ça, c'est la période d'incubation. À la fin de cette période d'incubation, survient une forte fièvre qui survient de façon brutale, avec des céphalées, une myalgie très profonde, c'est-à-dire des douleurs musculaires, et qui aboutit très certainement à des saignements, à une hémorragie. Et cette hémorragie est d'origine, cette hémorragie survient parce que le foie et les reins sont atteints. Donc, c'est une maladie qui réalise une hépatophrite et qui est à l'origine des saignements, une forte fièvre. Et la létalité est très forte et la mort survient très rapidement avec une létalité très forte qui part jusqu'à 90%. C'est-à-dire, sur 10 malades, on peut avoir 9 qui décèdent. Voilà, c'est une maladie très redoutable. Et donc, face à cela, nous ne pourrons pas, face au risque de cette maladie dans notre pays, on ne peut pas rester les bras croisés. On ne peut pas rester donc les bras croisés. Vous avez tenté donc de répondre à ma troisième question, mais je vais vous la poser en fait pour que vous puissiez donner beaucoup plus d'éléments de réponse. Pourquoi donc la fièvre donc d'Ebola fait-elle si peur, professeur? Donc vous l'avez dit, je vais citer parce qu'elle est très mortelle. La létalité étant de 90%, sur 10 malades facilement on peut avoir 10 qui décèdent. Sur 10 malades, facilement 9 qui décèdent. Donc, et en très peu de temps, dans des communautés, ça peut forcément entraîner la catastrophe. Et la transmission, peut-être que vous avez posé la question, la transmission de cette maladie provient des animaux à sang chaud, tels que les singes, les gorilles, les chauves-souris, qui sont en forêt. Et lorsque l'homme va en forêt pour tuer ou ramasser souvent ces animaux qui meurent à l'issue d'une épidémie animale, et la manipulation du sang de ces animaux entraîne le contact avec ce sang des animaux morts ou qui sont porteurs du virus, entraîne la maladie chez l'homme. Donc, cette maladie qui pénètre dans la communauté humaine, par ce canal-là, peut facilement, au bout de 2 jours, j'ai indiqué tout à l'heure, entraîner la maladie chez la personne qui va manipuler. Et n'étant pas très informé, c'est cette personne qui est malade va bénéficier des soins à l'intérieur de la famille, donc peut avoir une contamination intrafamiliale. Et comme c'est une maladie forcément qui aboutit à une hospitalisation, parce que c'est très, très grave, le personnel de santé, s'il ne prend pas garde, peut contracter la maladie et entraîner cela aussi dans leur propre famille. Vous voyez donc la cascade, la maladie part de la forêt, par les hommes qui vont ramasser les animaux morts ou les tuer, et entraîne cela en ville ou au village. Il peut y avoir une chaîne qui s'établit et la maladie se diffuse. La maladie se diffuse facilement. Alors, et comme la létalité est très forte, et souvent la létalité est au niveau des agents de santé, si les précautions ne sont pas prises.
Voilà. Cela vous amène certainement le gouvernement certainement à renforcer donc la surveillance, hein, euh, euh, pour ne pas que cette maladie certainement puisse certainement arriver donc en Côte d'Ivoire. Mais à ce niveau, nous savons que cette maladie voyage très vite et en première classe. Hein. En ce niveau, quelles sont donc les mesures préventives, hein, voilà, pour ne pas que la Côte d'Ivoire puisse être aussi contaminée? Mais évidemment, comme je viens de l'indiquer, le mot de transmission, il y a deux axes essentiellement qui retracent les actions qui sont menées sur le terrain. C'est l'acte du renforcement de la surveillance épidémiologique, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître tout de suite les cas si éventuellement ils se présentent, et c'est notre acte de sensibilisation des populations. Sensibilisation des populations à la reconnaissance de la maladie, mais avant tout, aux mesures qu'il faut observer pour ne pas contracter la maladie. Donc, sur cette base, la Côte d'Ivoire a mis en place des axes stratégiques de lutte, à savoir le renforcement de la sensibilisation par des messages aux populations, aussi à commencer par les hautes autorités du pays, avec le ministre de la Santé en tête. Une réunion interministérielle regroupant le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, le ministère de la Communication et des Forêts. On a dit que la maladie venait de la forêt. De mettre en alerte les agents de tous les secteurs, hein, en vue d'une communication efficace auprès des populations. Donc les préfets, puisque la maladie vient de la zone ouest, tous les préfets de ces régions ont été réunis, les messages ont été donnés pour que le relais puisse être fait au niveau de la communauté. Donc ce relais communautaire doit assurer la sensibilisation sur les mesures simples à observer pour ne pas contracter la maladie. Voilà. Mais au cas où quelqu'un contracterait la maladie, faire en sorte que cette personne puisse être envoyée rapidement dans le centre de santé le plus proche en vue d'une prise en charge adéquate. Et donc l'autre volet, au niveau du renforcement de la surveillance épidémiologique, justement, reconnaître ces malades-là au niveau de la communauté. Ensuite, prendre les dispositions au niveau des structures de santé pour ne pas que les personnels se contaminent. Donc, lors qu'on reconnaît un cas suspect, on le prend en charge avec toutes les mesures de précaution pour ne pas qu'il y ait une contamination au niveau du personnel de santé. Donc, la vigilance doit être de mise au niveau de la communauté, à travers la sensibilisation, à travers le renforcement de la vigilance communautaire, et la vigilance doit être de mise aussi au niveau des structures de santé. C'est tout ceci qui doit être coordonné par les préfets de région, qui sont à la tête de ce que nous avons appelé des postes avancés de coordination. Nous avons proposé un poste avancé à Mans, de sorte que la frontière, au niveau de la frontière, les mouvements de personnes puissent être contrôlés et pouvoir détecter éventuellement les cas de personnes qui viendraient des zones affectées dans le pays voisin. Alors, vous avez parlé... Allô? Oui, allô, hein, voilà. Vous avez parlé donc de surveillance et puis aussi des cas suspects. Bon, alors, nous savons que des fois, les symptômes, j'allais dire, de cette maladie, hein, ne sont pas tellement éloignés un peu donc du palu classique que vous avez certainement à Abidjan, ce qu'on appelle le Dekwadjo. Alors, comment faire pour identifier, hein, si vous voulez, des malades affectés un peu par un peu l'Ebola? Bon, dans le paludisme, rarement on a des saignements. Hein. Le signe essentiel, c'est faut reconnaître que c'est une fièvre qui survient de façon brutale. Il y a évidemment des signes digestifs, mais ce sur quoi nous mettons l'accent, c'est la fièvre, les céphalées, des douleurs très profondes, mais surtout les saignements. Les saignements de toute nature. Donc c'est cela le signe caractéristique. Mais comme disait notre ministre de la Santé, il vaut mieux ratisser large, surveiller large, de sorte à ne passer à côté d'aucun cas. Parce qu'après le tri est fait, qu'il y a quand même les examens qui sont faits, ou si c'est malade là, pour reconnaître que ceux qui sont vraiment fortement suspects
d'Ebola. Ceux-là, les prélèvements sont faits et acheminés sur Abidjan pour des examens. Voilà, pour des examens. Avez-vous de soins, évidemment. Professeur, avez-vous des contacts avec vos... oui. Oui, avez-vous des contacts avec vos collègues du côté donc, de la Guinée et puis du Libéria? Bien sûr. Au niveau transfrontalier, je crois que ces dispositions sont prises pour que les médecins du côté de la Côte d'Ivoire prennent contact avec leurs collègues de la Guinée et du Libéria, de sorte à établir un certain niveau d'information au niveau local. Mais au niveau national, entre les deux pays, il y a l'OMS qui assure la transmission des informations. Donc, il y a une coordination qui est mise en place pour éviter la maladie. Ce que nous faisons comme moyen, comme disposition, c'est évidemment de faire en sorte qu'on puisse faire barrage à la progression de la maladie pour aider le pays frère qui est la Guinée à stabiliser la situation. Alors, vous savez que votre pays, la Côte d'Ivoire, est un grand consommateur donc de la viande de brousse. Hein? Alors, il y a déjà des slogans un peu partout qui demandent aux populations d'éviter de consommer un peu donc la viande de brousse. Alors, est-ce que cela ne va pas créer un peu une psychose, j'allais dire, un peu au niveau donc de cette population, hein? Non, justement, l'objectif de cette campagne n'est pas de créer une psychose au niveau de la population, plutôt de rassurer pour que nous comprenions que face à la maladie, je vous ai dit, le taux de létalité, c'est plus facilement entre 9 personnes sur 10, facilement détruit toute une famille. Je pense que ce sera pas pour longtemps. Ces mesures, si elles sont observées, très rapidement, la situation sera sous contrôle et nous reviendrons à nos habitudes, puisque, vous savez, en Côte d'Ivoire, on aime bien les maquis et bien manger. Donc, nous ne pensons pas que cette situation puisse perdurer. Alors, donc, que faire donc rapidement quand vous voyez déjà quelqu'un qui est déjà atteint au moins de cette maladie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'isoler, il faut s'éloigner automatiquement donc de cette personne. Qu'est-ce que la population doit faire? Au niveau de la population, très rapidement, les signes que nous avons indiqués doivent être reconnus. Et les malades directement dans un centre de santé, les dispositions sont prises pour qu'on puisse faire l'isolement malade et faire une prise en charge. Je voudrais indiquer que la prise en charge est complètement gratuite et l'État de Côte d'Ivoire prend en charge prend les frais de cette prise en charge en compte. Alors, quel est le message que vous pouvez certainement donner pour donner aux Ivoiriens de la diaspora qui vous écoutent en ce moment, ou bien aux Africains, j'allais dire, en général? De façon générale, je pense que ces mesures qui sont prises, c'est pour rassurer. La destination, l'Afrique de l'Ouest ne devrait pas être une destination à éviter, bien au contraire. Tout ceci prouve que les autorités de nos pays sont conscientes de la responsabilité de la protection des populations et de tous ceux qui souhaitent nous visiter. Il n'y a pas d'épidémie d'Ebola en Côte d'Ivoire. C'est très clair, nous le répétons, nous prenons des mesures pour ne pas en avoir. Alors, il faut être rassuré que les choses sont dans le bon ordre. Voilà, dans le bon ordre, voilà. Alors, merci beaucoup, professeur. Avant de vous laisser partir, une toute dernière question. Les hôpitaux actuellement en Côte d'Ivoire sont devenus un peu, permettez-moi l'expression, comme des mouroirs. Ce matin, nous avons été informés par le décès donc de la jeune mannequin qu'on appelle Fatiga Awa. Elle arrivait donc à l'hôpital, il paraît, selon les informations que nous avons donc reçues, les médecins donc en service ont refusé donc de donner pratiquement les soins à cette jeune fille. Alors, de façon générale, comment les choses se passent au niveau donc d'Abidjan? Une fois que vous arrivez en urgence, même s'ils sont au CHU de Treichville, qui est un peu, disons, semi-privé, semi-public, est-ce qu'un médecin peut refuser, professeur, donc de donner déjà des soins à un malade? Ou bien doit refuser, enfin? C'est cette affection que vous affirmez, je n'ai pas connaissance. Le ministère de la Santé et la lutte contre le sida de Côte d'Ivoire fait un effort très appréciable pour que les malades puissent être pris en charge correctement dans la structure de santé. Les structures publiques ne sont pas privées,
seulement une contribution est demandée aux populations, ce n'est pas du privé. Et ce que je fais, c'est que la prise en charge se fait très correctement. Et les hôpitaux sont équipés aujourd'hui, hein? Pardon? Les hôpitaux sont équipés aujourd'hui, hein? Je pense qu'on est sorti du cadre de votre interview. Enfin, c'est la toute dernière question. Hein? Enfin, là, vous laissez partir. Hein? Non, je crois qu'on est en train de sortir du cadre de notre question, de notre, ce qui nous... Alors, professeur? Alors, professeur? Voilà, je crois que voilà. Alors, merci donc au professeur et certainement à très bientôt. Nous allons rentrer certainement en contact avec vous hein, les jours à venir hein, en fonction donc de l'évolution de la situation au niveau d'Abidjan. Voilà, au revoir. C'est moi qui vous remercie de l'occasion que vous donnez pour donner des informations aux auditeurs de votre radio et rassurer encore une fois que le ministère de la Santé, la Côte d'Ivoire et tout le gouvernement est mobilisé pour faire barrage au virus Ebola. Voilà, merci beaucoup, hein, professeur, et surtout portez-vous bien. Au revoir. Merci bien, au revoir. Voilà. Alors, nous étions donc en direct avec donc, le professeur. Your call will be disconnected. Conference recording. Please enter the phone number you wish to reach. Voilà, nous étions donc en direct avec le professeur.